C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Mbani Sidibé. Bonsoir Mbani. Bonsoir Alio, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à vous, Idrissa Sompari. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Du côté de la technique, Mamadou Touré et Ibrahim Silla, mais également Mamadou Silla, ils sont tous chargés de nous conduire tout au long de cette émission. À la une politique, les nouvelles autorités se préoccupent de la situation. À Consitel, une délégation ministérielle est attendue les prochains jours dans cette sous-préfecture de Gawal où les exploitants artisanaux rivalisent d'ardeur dans la quête de l'or. La décision a été prise hier au cours du Conseil des ministres. La délégation sera composée du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, du ministre de la Sécurité, du ministre de la Défense, du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement et celui des Mines. Ces émissaires ont pour mission de faire l'état des lieux et de la situation et proposer une réponse durable au gouvernement. Cette délégation, la question qu'on se pose, cette délégation réussira-t-elle là où le gouvernement déchu a échoué? On pose le débat dans cette émission. Eh bien, après la publication de la liste des 6300 fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, des interrogations subsistent sur la liste. On constate des personnes qui ont fait leur entrée à la fonction publique à l'âge de 7 ans. D'autres ont dépassé l'âge d'aller à la retraite alors qu'ils n'ont fait que 2 ans à la fonction publique. C'est le cas d'une certaine Salematou Camara qui serait née en 1933, mais c'est en 2019 qu'elle a été engagée à la fonction publique. Elle n'a donc fait que 2 ans avant d'être mise à la retraite à l'âge, tenez-vous bien, de 88 ans. Un exemple parmi tant d'autres. On en parlera avec un fonctionnaire qui se trouve également dans la même situation. La course pour le CNT, on en parle toujours. Il n'y a pas eu que des Guinéens d'ici qui ont été sollicités à être au CNT, des Guinéens de l'étranger aussi. Ces derniers ont-ils fini de déposer les listes de leurs candidats? Ont-ils été confrontés aux mêmes cacophonies que leurs compatriotes vivant au pays? On posera ces questions à Monsieur Alpha Kabine Traoré. Il est président du Conseil des Guinéens du Sénégal. Il est candidat du Conseil des Guinéens du Sénégal. C'est sans doute le début d'une vaste opération de contrôle et de moralisation de la chose publique qui pourrait conduire à la suspension et au remplacement de plusieurs maires des communes urbaines et rurales. Plus de 3 ans plus tôt, après leur installation, l'on est à mesure de s'interroger sur comment les fonds alloués aux communes ont été dépensés. C'est dans ce cadre que l'État, à travers l'inspection générale des finances, a dépêché une mission d'audit dans plusieurs communes du pays. À la mairie de Matam, par exemple, les enquêteurs de l'inspection générale des finances ont constaté, entre autres, un gap de plus d'1 milliard de francs guinéens comme montant dépensé non justifié. Après le constat, la mairie de Matam est donc sommée de rembourser le montant en question. Pour en parler, nous recevrons dans À bâton rompu Monsieur Youssouf Camara. Il est conseiller à la mairie de Matam. Et puis, dans Il ne s'en fout pas, on vous posera la même question. Que pensez-vous de ces scandales de détournement dans les différentes mairies du pays? Eh bien, vos avis nous intéressent. Vous nous appellerez en fin d'émission sur le 81 85. À présent, place à la une politique.
À la une politique, et bien comme je l'ai dit, à l'entame, les nouvelles autorités se préoccupent de la situation à Concité. Une délégation ministérielle est attendue les prochains jours. Ils sont nombreux, ces ministres qui vont prendre part à cette mission. J'ai déjà cité ça plus haut. La question qu'on se pose, quelle marge de manœuvre c'est cette mission, en tout cas, a pour mettre fin à cette exploitation artisanale. Vous le savez très bien que l'ancien gouvernement avait interdit toute exploitation dans cette partie du pays. Mais malheureusement, on continue toujours à exploiter avec toutes les conséquences qui vont avec. Mbani Sidibé. Oui, merci Aliou. Effectivement, tu as rappelé tout à l'heure, cette décision est intervenue depuis avant la chute de l'ancien gouvernement. Moi, cette semaine, j'ai même fait un reportage justement sur le pourquoi cette décision n'est toujours pas appliquée du côté de Concité. Et vous savez très bien que cette zone avait quand même attiré des milliers de jeunes venus des horizons différents qui se sont rencontrés là-bas. Et finalement, la décision a été prise. Ils ont été sommés de se retourner. Mais ce qui se passe à Concité, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui ont effectué des visites sur le terrain. Quand vous prenez l'ONG Action Mine, qu'on a interrogé d'ailleurs cette semaine, qui est parti à Concité pour voir un peu ce qui se passe. Mais malheureusement, ils ont été, les membres de la délégation ont été arrêtés, conduits au camp militaire. Ça a été très difficile. Alors, selon cette ONG... On interpelle des personnes qui sont venues faire un constat. Pendant ce temps, on laisse librement à ces orpailleurs selon les informations, les militaires qui sont censés justement faire la ceinture autour de cette zone minière et empêcher toute exploitation, ce sont les militaires là aujourd'hui en complicité avec les autorités d'abord locales et qui exploitent les mines. Et aujourd'hui, si vous voulez par exemple travailler dans cette mine à Concité, c'est moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes, donc vous devez payer de l'argent. Et également, ceux qui étaient là-bas, selon les informations également, des machines avaient été retirées, envoyées au camp militaire. Donc, c'est des centaines de machines. Donc, si vous voulez récupérer votre machine, il fallait payer de l'argent. Si vous ne payez pas, on vendait ces machines-là à vil prix. Donc, le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas la population locale en tant que telle. Parce que le risque avec cette population Gawal, notamment à Concité, d'abord, économiquement, c'était une zone qui n'était pas vraiment prête à une telle situation. Et vous avez vu aujourd'hui, quand vous prenez l'abbé... La vie a complètement changé de ce côté, avec des personnes qui sont arrivées avec leur comportement. Nous savons souvent ce qui se passe dans les zones minières. Il y a la débauche, mais sur le plan économique également, il y a la cherté de la vie. Vous avez aujourd'hui, vous savez, l'abbé Gawal, c'est pas assez loin. Beaucoup de jeunes viennent de ce côté pour venir chercher de l'ordre. Mais l'autre conséquence, c'est sur le plan environnemental. Aujourd'hui, l'atmosphère est complètement polluée à Concité. Vous avez des rivières qui commencent à tarir. Donc, si les autorités, je vais dire les nouvelles autorités, ne prennent pas la responsabilité, parce que malgré... ne prennent pas la... Non, il ne s'agit pas d'envoyer des délégations. Les causes sont connues. Si vous interdisez quelque chose, ceux qui sont censés aller faire respecter cette loi, si la loi n'est pas appliquée, vous devez interpeller ces gens-là. Mais ceux qui sont censés justement appliquer cette loi, si ce sont eux qui violent la même loi, en tout cas, l'information qui est sur le terrain et qui est pour le moment vérifiable, ce sont ces militaires qui sont à Concité et qui favorisent l'exploitation artisanale de ce côté. Eh bien, alors, Idrissa Somparé, vous avez écouté Mbani. Pour lui, ce n'est pas de formuler ou de mobiliser peut-être tout le gouvernement et aller à Concité qui va résoudre le problème. Est-ce que vous pensez la même chose, ou bien vous pensez réellement que cette délégation, je viens de citer, en tout cas, ils sont nombreux ces ministres qui doivent se déplacer les jours à venir. Vous pensez que le déplacement de ces ministres pourra en tout cas arranger les choses du côté de Concité?
Je suis d'accord que les autorités se pointent de ce côté pour faire savoir que l'État existe. Je ne comprends pas qu'il y ait une grande mission de plusieurs ministres quand même qui doivent aller se rendre pour aller voir la réalité. Ouais. Parce que c'est pas une nouvelle, c'est pas une situation qui est nouvelle. Depuis à plusieurs reprises, on en a parlé ici on a même eu des interventions en direct de ce qui se passe là-bas. Les informations sont connues, les pratiques sont connues et on sait que l'État, bien avant, donc l'État a été assez fragile, assez faible de ce côté parce qu'on n'a pas voulu appliquer la rigueur. Sinon, il y a eu des mesures qui ont été prises, sauf que ceux qui sont censés faire appliquer cette mesure, ceux qui sont censés protéger, n'ont pas joué ce rôle. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à aller aussi voir sur la question de la moralité. Quand on est agent donc, de l'État, il est important de faire valoir l'État dans toute sa rigueur, partout où on est. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous l'avez sans doute compris, il y a eu du laisser-faire. C'était la course à l'enrichissement parce que chacun voulait profiter. C'est que les autorités administratives qui étaient de ce côté se sont transformé pratiquement en entreprise donc d'exploitation de l'or, et les forces de l'ordre qui sont censées également mettre de la discipline, surtout protéger l'environnement, n'ont pas joué ce rôle-là. Après, ils sont rentrés dans cette corruption avec une complicité qu'ils ont créée, et finalement, on a vu, c'est comme si c'était un État dans un État, parce qu'on ne peut pas quand même comprendre qu'une décision soit prise officiellement et que dans la pratique, on défie ces décisions. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Councitel. Et je pense à mon niveau que il est tout à l'avantage des nouvelles autorités de mettre de l'ordre, parce que vous savez, souvent la pratique de l'exploitation de l'or, souvent si ça n'obéit pas à certains respects, ça peut avoir des conséquences. On a vu des éboulements ici, on a vu après ces affrontements, parce que c'est quand même la richesse de la richesse. Et finalement, il y a également l'environnement qui prend souvent un coup forcément, avec ce dérèglement climatique. Parce qu'il n'y a aucun respect pour protéger l'environnement, pour le respect de l'environnement, surtout pour la population qui se trouve exposée. C'est que ce qui se rend même là-bas le plus souvent, c'est de façon, on va le dire, si sauvage. Ils utilisent avec les moyens de bord, ce qui n'est pas normal. D'ailleurs, c'est quand même une recherche nationale qui vient d'être découverte dans une zone de la Guinée, qu'il faut protéger, qu'il faut chercher à mieux organiser pour que ça puisse servir la Guinée. Ce n'est pas des individus qui se retrouvent... En tout cas, ça n'appartient pas à une seule personne ou à un groupe de personnes. Oui, surtout quand on est dans une transition et qu'on a besoin de l'argent. En plus, je crois que c'est là, en principe, devait créer de l'emploi. Si on envoie des entreprises sérieuses, correct, la zone devait vivre bien. Non seulement ça va créer de l'emploi, ça va permettre à la localité de bénéficier, ça va enrichir le pays. Voilà, je pense qu'il faudrait... on espère que ces nouvelles autorités pourront réussir là où, si on peut le dire comme ça... Il y a eu de la négligence, il y a eu naturellement de la négligence, mais il y a eu aussi de la complicité. Sinon, moi, je ne vois pas que ça soit, en tout cas, une méthode compliquée à gérer. Il faut donc juste faire appliquer la loi et que ceux qui sont sur le terrain puissent... Parce que là, il faut... S'il y a des forces de l'ordre, parce que le signal a été donné, s'il y a des forces de l'ordre qui se montrent complices dans l'exploitation, ils doivent répondre, oui. Ils doivent avoir des mesures, des sanctions exemplaires qui peuvent dissuader ceux qui sont en train de défier l'État de ce côté. Moi, à mon avis, ce n'est pas la teneur de la délégation, mais c'est la rigueur qui va accompagner. C'est-à-dire des mesures fortes qui doivent être prises après la visite de cette délégation du côté de Councitel. Après, on va changer de sujet. Je le disais à l'entame, après la publication de la liste de 6300 fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, des interrogations, l'opinion, les gens même se moquent ou même en rient parce qu'ils ne comprennent pas. Eh bien, on constate des personnes qui ont fait leur entrée à la fonction publique à l'âge de 7 ans. D'autres sont nés en 1933. Voilà toutes ces questions qu'on se pose et que l'opinion se pose aujourd'hui. Et nous avons en direct un fonctionnaire qui va s'exprimer sous l'anonymat. Il va essayer de nous expliquer: est-ce que ces dates de naissance sont réellement falsifiées ou bien elles sont réelles? Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Ou bien vous l'éteignez carrément. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Je vous entends, mais j'aimerais que vous éteigniez votre poste récepteur. Ah, d'accord, c'est déjà fait. Bien. Voilà, bienvenue dans cette émission. Alors, on parle de la publication de la liste des 6300 fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Mais il y a quelque chose qui a attiré l'attention de tout le monde. C'est concernant des fonctionnaires qui sont nés, par exemple, en 1933. Je parle bien sûr d'une certaine Salematou Camara, mais qui est entrée à la fonction publique en 2019 et finalement on est obligé de la mettre de l'envoyer à la retraite alors qu'elle n'a fait que 2 ans. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ces cas pareils? Voilà, merci pour l'invitation. Pour le cas de cette dame dont j'ai vu hier la publication liée à son licenciement, je ne peux dire grand chose, mais pour ce qui concerne par exemple les enseignants-chercheurs engagés le 29 avril 2019, voilà, nous étions quelque chose de 500 enseignants engagés en 2019. Voilà, mais nous avons constaté quelques années après, quand les bulletins de salaire étaient disponibles, qu'il y avait des erreurs qui étaient commises sur ces bulletins. Par exemple, au niveau des dates de naissance, la majorité partie des enseignants qui sont engagés en 2019, leur date de naissance était unique. C'était 1935. 1935. 1935. Ok. Voilà, moi personnellement, je fais partie de ceux qui ont cette date de naissance. Bien. Vous pensez que c'est une erreur de frappe ou bien c'est plutôt... C'est sciemment fait? Ou bien c'est... Bon, nous avons appris parce que moi personnellement j'ai mené des démarches au ministère pour la rectification, la correction de cette erreur entre guillemets. Mais parfois nous butons des obstacles. Parfois même il y a des individus qui nous appellent quelque part et qui nous disent bon, écoutez, il va falloir que vous donniez un petit quelque chose pour que nous puissions rectifier ces erreurs. Sans quoi vous risquez rapidement de partir à la retraite. Donc ces conseils entre guillemets, moi personnellement, ont attiré mon attention et finalement même que c'est sciemment fait et que c'est volontairement provoqué soit pour extorquer de l'argent aux pauvres enseignants ou bien pour leur créer des problèmes dans les années à venir. Alors certains pensent que des matricules pareils, des personnes qui sont dans cette situation ont souvent acheté des matricules des personnes soit qui sont décédées, mais en tout cas des anciens matricules. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi le même cas? Bon, je ne peux exactement dire que c'est vrai ou c'est faux, mais moi je voudrais dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a la plupart des enseignants qui sont engagés, notamment les enseignants-chercheurs qui ont leur date de naissance notée 1935. La plupart de ces enseignants ont d'abord été des contractuels dans des universités pendant plusieurs années. Donc, c'est de la phase de contractuel à la phase d'engagement. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un problème de falsification de dossiers à ce niveau. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout lié à un problème de falsification pour certains cas. Maintenant, pour d'autres, probablement, il y a des problèmes de falsification ou des problèmes de combine. Oui, mais depuis que cette citation, cette annonce a été faite, quelle a été votre démarche? Vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous faites partie de ce lot? Vous dites? Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont partis aujourd'hui à la retraite? Parce que vous dites que sur votre bulletin, il est mentionné 1935. Oui, effectivement, sur mon bulletin, mentionné 1935. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Vous pouvez vérifier ceux qui sont engagés. Déjà, on a vu avec cette dame qui est engagée, a été engagée en 2019. Elle est née, alors qu'on dit qu'elle est née en 1933.
Exact. Mais je crois que, bon, je ne sais pas si cette dame relève de l'enseignement supérieur, mais si tel est le cas, moi je dirais que pratiquement c'est des erreurs qui avaient été commises depuis à la base, depuis même la date de notre engagement. Et nous avons entrepris des démarches. Parfois, on nous avait demandé de déposer des documents au niveau des DRH qui devraient les acheminer au ministère pour correction. Pratiquement, pour nous encore, ce n'est pas fait. Et c'est pas si cette dame s'est malheureusement retrouvée dans cette situation pour se faire aujourd'hui retraiter. Et vous, est-ce que vous êtes informé si vous faites partie de ceux qui sont partis à la retraite? Bon, je n'ai pas encore devant moi la liste de ceux qui sont partis à la retraite, mais je suis franchement très inquiet parce que si ça m'arrive, je dirais que pratiquement voilà ce que disaient ceux qui étaient dans cette boîte, qui nous disaient, écoutez, si vous ne donnez pas 2 ou 3 millions, vous risquez de partir à la retraite. Donc vous essayez de nous faire comprendre qu'il y a des personnes dans l'administration qui sont très bien informées de cette situation, mais qui ne cherchent pas à régler le problème parce que tout simplement, ceux qui sont concernés par le problème ne payent pas de l'argent. Il faut payer l'âge, hein? Il faut payer la date de naissance aussi. Ouais, bon, vous savez, c'est le cas spécifique de la Guinée. On crée un problème pour qu'il y ait solution par l'argent, mais moi, je crois que c'est pourquoi j'ai dit dès le départ qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Sûrement, il y a des gens qui ont acheté des matricules et à qui on a trompé. Mais il y a d'autres cas spécifiques. C'est des gens qui ont tous leurs documents légaux et qui sont passés d'abord par la phase de contractuel, comme ceux qui relèvent de l'enseignement supérieur, avant d'être engagés. Donc, je dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame. C'est-à-dire que tous ceux qui sont... On peut envoyer certains à la retraite dont la date de naissance est de 1935, engagés en 2019. Il va falloir qu'on leur fasse comprendre que des erreurs avaient été commises lors de leur engagement, notamment au mois d'avril 2019. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, on va revenir avec vous dans la deuxième partie de cette émission. Merci infiniment, monsieur. Voilà, anonyme, hein, il faut le dire comme ça. On va observer une pause et on revient juste après. Merci de votre fidélité à FIM FM. Nous continuons Talk Politique, mais avant nous allons lire vos réactions sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Oumouansan Abba. Bonsoir Mamadou, Ali Bangoura, bonsoir à tous. C'est extraordinaire qu'on intègre à la fonction publique à l'âge de 86 ans. Pourquoi faire là-bas? Vraiment, ce qui se passait en Guinée était très grave que cela ne se répète plus. Nous avons une autre réaction de Mamadou Alpha Sow. Bonsoir Monsieur Bangoura et à toute l'équipe Sonoussi depuis Baïlo-Baya. Il faudra que l'État évalue les conséquences climatiques sur l'exploitation des mines, non seulement, mais aussi le service de ce que cela va faire pour les Guinéens. Surtout, n'est pas à favoriser seulement les étrangers. Bonne soirée à vous les talkers. Merci également à vous Sonoussi. Une réaction de Amadouri Misside Diallo pour que la Guinée reprenne sa vie normale. Il faut une refonte totale du système. Le cas de Gawal est très inquiétant sur le plan environnemental, mais il faut aller de façon méthodique. Merci. Bolokada Touraman également nous écrit bonsoir mes talkers. Nous remercions très sincèrement le Seigneur pour le grand bonheur qu'il nous accorde et nous l'implorons pour la libération immédiate et sans condition de notre champion, le professeur Alpha Condé. L'exploitation artisanale est un phénomène très dangereux pour la santé et surtout sur le plan environnemental. Je demande à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de la nature. Bolokada Touraman, l'enfant chéri de Dinguiraï, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. À présent, nous allons repartir sur le stand pour écoutez notre invité anonyme pour revenir un peu sur ces cas de fonctionnaires qui sont nés en 1933 ou 34, pourquoi pas 35. Lui, son cas, vous l'avez écouté, lui, sur son bulletin, il est mentionné qu'il est né en 1935. Rebonsoir à vous. Oui, rebonsoir.
Voilà, vous dites que pour l'instant, vous ne savez pas si vous figurez sur la liste de ceux qui sont partis à la retraite. Je ne le souhaite pas. Au cas où vous constaterez que vous faites partie de ceux qui sont partis à la retraite, quelles seront les démarches que vous allez mener? Bon, comme déjà nous avons un syndicat en place, voilà, on a donc vous avez depuis que vous avez constaté le problème, vous avez essayé de répertorier tous ceux qui sont dans la même situation pour parler ensemble et évoquer le problème ensemble. C'est le cas, ou bien ce syndicat-là n'est pas lié à ces enseignants qui sont dans cette situation? Non, c'est pas lié. Je parle ici du SLEG, ou bien de SNAISUR. D'accord. Voilà, les syndicats qui sont déjà en place, il va falloir aller vers elles pour défendre notre cause. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez une autre question, on va laisser notre invité anonyme. Merci infiniment et surtout du courage à vous, fidèles auditeurs. Vous avez compris, eh bien, ces cas pareils arrivent. Cette femme, Salimatou Kamara, qui serait née en 1933, c'est possible que ça ne soit pas, qu'elle ne soit pas née en 1933, qu'elle se retrouve dans la même situation que notre invité. Ces problèmes pareils arrivent à la fonction publique. On va continuer à présent le débat pour nous intéresser. Je ne sais pas, je vais vous donner la parole par rapport à ce que vous avez entendu là, Bani. Oui, c'est assez pathétique et vraiment dangereux tout ce qui se passe. Vous savez, il y a des années qu'on parle de cette histoire d'intégration à la fonction publique, mais il faut signaler deux choses. Il y a beaucoup de voix. Deux choses. C'est vrai. L'entrée à la fonction publique, il faut obligatoirement passer par concours. Mais vous avez vu que ces dernières années, des gens étaient hostiles au recrutement par voie de concours. Ouais. On organise des concours, mais c'est juste des concours de façade. Normal. Mais c'était du grand bazar, c'était organiser un business pour se faire de l'argent. Vous avez vu, il y a eu tellement de révélations par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à cette histoire d'intégration à la fonction publique. Et vous avez vu, beaucoup aussi sont passés par... sont rentrés par la fenêtre, il faut dire comme ça. Et ceux qui rentrent de cette façon, obligatoirement, ils achètent des matricules à coût de millions. Donc voilà, c'est pourquoi ces problèmes-là surgissent. Et on a organisé également ce qu'on appelle la biométrisation. Et vous constaterez là également que le travail a été mal fait. Parce que si toutes ces erreurs-là glissent, vous avez le CNRD, après la prise du pouvoir, est venu trouver tous ces problèmes c'est clair, sur c'est une place. évidence. Et le bémol également avec le CNRD, avec cette histoire de refondation de l'État, les promesses, les retraites, tout cela est salué aujourd'hui. Mais il faut faire le travail de façon méthodique. Est-ce qu'il faut prendre en compte ces cas pareils, comme l'a dit cet enseignant? Ils sont victimes peut-être du comportement de certains enseignants véreux. Si des gens sont victimes, par exemple, il faut écouter leurs réclamations. Au-delà des réclamations, il faut questionner pour savoir comment ces gens-là ont intégré la fonction publique. Peut-être à travers ça, il peut y avoir des ramifications. Est-ce que c'est par voie de concours? Est-ce qu'ils ont acheté des matricules? Ou bien ils ont remplacé leurs parents? Comment il faut procéder. Mais très malheureusement, il y a un autre problème qui va se passer, mais que les gens ne vont pas constater. Avec ce recensement que le MATD est en train de faire, de l'autre côté, et la fonction publique également, qui est en train de travailler de façon solitaire. Donc ça va être très compliqué. Voilà, merci beaucoup à vous, Bani Sylvé. Que pensez-vous de ce témoignage de cet enseignant? C'est quand même, il faut le rappeler, la fonction publique, c'est pratiquement un labyrinthe où on a du mal à cerner tout ce qui se passe, tout ce qui est au fond. Ça fait plusieurs années quand même qu'on essaye d'assainir la fonction publique. Il y a eu des mesures, mais on a toujours l'impression que c'est quand même un travail qui n'arrive pas à mettre fin aux pratiques parce que le résultat n'accompagne pas. Quand on écoute, quand on voit tout ce qui est en train d'être affiché aujourd'hui comme, il faut rappeler, des mauvais
mauvaises pratiques autour de l'engagement au niveau de la fonction publique, ça dénote qu'il y a eu une fonction publique qui, non seulement elle n'a pas été assez efficace en termes de rendement, mais qui est aussi budgétivore, parce qu'après tout, on se plaint qu'il n'y a pas d'emploi dans ce pays, et on n'arrête jamais de le dire. Pendant ce temps, il y a quand même des fictifs, et c'est beaucoup de cas, il y en a qui se retrouvent dans le secteur privé et en même temps la fonction publique. Au-delà, il y a aussi d'autres qui en font, il faut le rappeler, leur vache laitière, où vous avez des fictifs, mais naturellement, les primes, les salaires tombent dans la main de ceux qui sont à l'interne. Et par contre, on a même la capacité de donner une place à des jeunes qui sont encore au collège, et tout simplement, qui viennent émarger pour que ça puisse arrondir à la fin du mois de quelqu'un qui vient fonctionner. Il y a un laisser-faire totalement. À l'étranger, qui sont à l'étranger installés là-bas. Qui continuent à percevoir pendant que les jeunes finissent les études, ils sont dans la rue, ils sont obligés peut-être de se retrouver dans le coin pour prendre le thé, ou d'autres sont même obligés peut-être... Il y a quelqu'un qui m'a fait savoir que si vous partez actuellement à l'aéroport, c'est rempli de Guinéens qui rentrent même les sociétés de surveillance, entre autres, parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée, beaucoup ont utilisé l'enseignement pour pouvoir trouver un point de suite, mais d'autres, ils sont obligés de peut-être quelqu'un qui a appris la médecine, se retrouve, ou bien quelqu'un qui a appris un métier assez important, les mathématiques, il se retrouve aujourd'hui en train d'aller dans une société de surveillance, tout simplement parce qu'il n'a pas d'espoir. C'est dommage. On s'interroge sur comment on peut faire de telles erreurs, et puis les erreurs qu'on ne cherche pas aussi à régler. Imaginez-vous si cette dame, moi je ne vais pas comprendre. Salimata Camara, si elle se trouverait dans ces... Non, mais si c'est des erreurs, si c'est des erreurs, c'est quand même très grave, parce que parce que dès qu'il vient prendre son salaire pour le premier mois, on peut sentir que c'est quand même, il y a des erreurs sur son bulletin, sur son âge. On peut corriger ça s'il y a la volonté, mais peut-être que c'était accompagné par une volonté, oui, pour se faire de l'argent, parce que vous avez écouté le monsieur, on demande pour régler cela, il faut payer quelque chose. Je pense que ça peut être des choses sciemment faites. Sans doute, les nouvelles autorités vont prendre cela en compte pour ne pas qu'on envoie des innocents. J'allais oublier. Ça aussi, il faut le dire. C'est pourquoi il ne fallait pas se précipiter pour annoncer. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de combien de retraités, mais finalement, ça laisse entendre qu'il y a des places libres. Finalement, peut-être qu'on va tenir compte de ce qu'on est en train de ressortir comme ça, comme défaillance. Et forcément, ça ne sera pas le même chiffre qu'on va retrouver après. S'il s'avère que ce sont des erreurs, franchement, il ne faudrait pas envoyer ces gens à la retraite alors qu'ils ne devraient pas y aller. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va à présent nous intéresser rapidement à cette course pour le CNT avant d'accueillir notre invité. Je le disais à l'entame, on en parle toujours. Il n'y a pas que des Guinéens d'ici qui ont été sollicités à être au CNT. Des Guinéens de l'étranger aussi. Ces derniers ont-ils déposé leur liste? Est-ce qu'ils se sont confrontés à la même cacophonie que leurs compatriotes vivant au pays? On posera cette question à notre deuxième invité. Il s'agit de M. Alpha Kabin Traoré. Il est président du Conseil des Guinéens du Sénégal. Il est au bout de fil. Bonsoir, M. Traoré. Allô, bonsoir. Allô, est-ce qu'il est là? Bonsoir. Eh bien, apparemment, on a pour l'instant un souci avec la ligne téléphonique. On aimerait bien comprendre comment les Guinéens de l'étranger aussi ont réussi à désigner leurs représentants au CNT. Parce qu'en Guinée, ici, franchement, est-ce qu'il est là? Bonsoir. Allô? Eh bien, Mamadou Touré, il faut revoir cela avant qu'on ne continue le débat avec notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Alpha Kabin Traoré. Il est le président du Conseil des Guinéens de l'étranger. Il est aussi, il faut préciser, le candidat du Conseil des Guinéens du Sénégal. Il va s'exprimer dans Talk Politique. Eh bien, si ça ne marche pas, je pense qu'on va s'en passer. Je suis désolé. Franchement, on aimerait l'écouter. Eh bien, je le disais également à l'entame, c'est sans doute le début d'une vaste opération de contrôle et de moralisation de la chose publique qui pourrait conduire à la suspension ou au remplacement de plusieurs maires des communes urbaines et rurales plus de 3 ans après leur installation. Et l'on en est à mesure de s'interroger sur comment les fonds alloués aux communes
ont été dépensés. C'est dans ce cadre que l'État, à travers l'inspection générale des finances, a dépêché une mission d'audit dans plusieurs communes du pays. À la mairie de Matam, par exemple, les enquêteurs de l'inspection générale des finances ont constaté, entre autres, un gap de plus d'1 milliard de francs guinéens. Comme montant dépensé non justifié. Alors, après ce constat, le mairie doit rembourser. C'est une décision du MAT, du ministère de l'inspection du territoire et de la décentralisation. On en parle dans cette émission avec notre invité, M. Youssouf Kamara. Il est conseiller à la mairie de Matam. Ça sera dans À bâton rompu. Notre invité dans À bâton rompu est M. Youssouf Kamara. Il est conseiller à la mairie de Matam. Avec lui, nous allons aborder cette affaire dite détournement de plus d'1 milliard de francs guinéens à la mairie de Matam. Comment tout cela s'est passé? Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu vraiment un détournement? Quelles sont les dispositions prises pour le remboursement? Parce que nous apprenons qu'ils sont sommés de rembourser ce montant. On va poser toutes ces questions à notre invité Bani Sidibé. On a un autre invité en face. Bonsoir d'abord à vous, monsieur Kamara. Bonsoir, monsieur Aliou. Bonsoir à l'équipe du jour. Oui, bonsoir. Bani. Ouais. Oui, Aliou, effectivement, aujourd'hui, c'est la commune de Matam. Aujourd'hui, il faut préciser parce que... Voilà, il n'y a pas que la commune de Matam. Mais ce qui est ahurissant dans tout cela, c'est, il faut le rappeler, peut-être que ça ne va pas plaire à l'ancienne opposition, puisqu'on ne parle plus d'opposition aujourd'hui, ni de la mouvance. Mais si vous prenez les 3 communes aujourd'hui, dans la capitale, Matam, Dixine et Ratoma, vous savez qu'il y a des grincements dedans, il y a des soupçons de détournement de plusieurs milliards dans ces communes. Et ces responsables sont issus de l'opposition, l'ancienne opposition. Pas que Amatoto, vous vous souvenez, à Matam également, à Matam, est-ce qu'il y a le maire, il y a 5 conseils, il y a plusieurs partis. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. J'ai dit les 3 communes. Quand vous prenez Matam, c'est le maire Sako qui est de l'UFR. Quand vous prenez Dixine, c'est Dieu de... J'ai l'impression qu'il y a peut-être un regard réducteur sur la mairie. On a un invité. Laissez-moi terminer. Je viens. Moi, c'est ce silence. Donc, ces communes sont gérées par l'ex-opposition. Bien sûr. Parce que c'est ce silence coupable, justement, de ces formations politiques. Alors, parlons de... Non, attention. C'est des gens, on a dénoncé la gestion du président Alpha Condé. C'est des gens aujourd'hui à qui on a confiance. Oui, justement. Parlons de Matam. Matam, Youssouf le sait, il est dans ce studio. Moi, j'ai fait une immersion du côté de Matam. J'ai écouté Youssouf et je savais que ça allait péter parce que là-bas, il y a... Bani, je suis désolé, on va avancer. Alors, on a je vais juste dire un petit mot. Non, je vais juste dire un petit mot. Ça devait arriver parce que le maire Sako, franchement, il n'est pas blanc dans cette affaire. Je suis désolé. Parce que qui ne dit mot consent. Et je lui ai personnellement prévenu. Merci beaucoup. Peut-être que je vais dire à Youssouf tout à l'heure. Moi, j'ai eu un tête-à-tête avec lui. J'ai eu un tête-à-tête avec lui. Et tout ce que le monsieur a dit, ça s'est avéré finalement vrai. C'est pas bien. Voilà. Alors, bienvenue à vous. Parce que je voulais qu'il pose une question. Et puis, il fait un commentaire. Non, pas la vedette. Il est devenu notre invité finalement. C'est ça. Non, mais vous avez demandé mon point de vue. Non, c'était pas un point de vue. C'était poser une question. Ah non. Je ne peux pas poser des questions si je ne donne pas mon point de vue. Alors, cette petite question. Je suis désolé. Non. Je retire. Avec votre permission. Avec votre permission. Je suis désolé. Peut-être que la question va paraître bête. Voilà. Alors, Youssouf Kamara, vous avez fait beaucoup de sorties médiatiques et vous n'êtes pas le seul conseiller à la mairie de Matam. Pourquoi c'est Youssouf
C'est dans Youssouf Kamara, seul dans cette affaire. Parce que Youssouf a une conviction. Quand il mène un combat de conviction, non, vous n'êtes pas seul. Non, que je dis, je suis un homme de conviction. Oui. Quand je mène un combat auquel je crois, je n'ai pas besoin de chercher des alliés. Ce qui compte, c'est la finalité du combat. Oui. Donc, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qui se passe du côté ce qui se passe du côté de Matam, je crois que moi, depuis 2019, quand on a fait le premier compte rendu sur la gestion des comptes administratifs, sur l'utilisation d'un montant de 1 milliard 997 millions, dans le déroulé du financier, je n'ai pas été convaincu sur l'utilisation de ces fonds conformément au respect de l'orthodoxie financière. J'ai immédiatement engagé une fronde, j'ai dénoncé cette pratique qui consiste à utiliser les fonds de la commune sans obtenir des pièces justificatives, puisqu'à long terme, ça va entacher la crédibilité du conseil. J'ai commencé ce combat il y a un peu plus de 2 ans. Bani n'était pas là, il m'a invité dans une radio où il était à l'époque. On avait débattu à l'époque. Mais donc ça fait longtemps que vous êtes depuis 2019 ce combat. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi c'est Youssouf. Vous avez posé une question alors que vous avez la réponse. Non, allez-y Youssouf, s'il vous plaît. Donc, allez-y. La situation a continué. Parce que moi, j'ai eu un peu d'expérience, j'ai travaillé à l'Assemblée, je sais comment on utilise le budget, je sais les différentes rubriques, mais les pratiques qui étaient à Matam étaient, comment dirais-je, au contraire de ces pratiques. Donc, je me suis dit non, il faut vraiment vite corriger le tir. Nous sommes dans une commune très très riche, nous avons des potentialités, les gens viennent pour utiliser des milliards chez nous. Il faudrait que nous parvenions à réfléchir au-delà des taxes fiscales, qu'on aille même des taxes non fiscales, parce que la loi nous donne la latitude de le faire. Mais au-delà, il faut sécuriser les recettes de la commune. Il faut faire de telle sorte qu'il y ait un contrat de performance entre les administrateurs de marché, les agents recouvreurs et la commune, qu'il soit évalué chaque mois, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué. Il faut aussi chercher à informatiser un fichier de nos contribuables, parce que pour faire un budget, les projections se font à partir de ce que vous avez en termes de patrimoine. Donc, l'ensemble de ces questions posées, ces préoccupations posées, nous n'avions pas trouvé de solution. Les gens ont continué parce que vous savez, quand on est dans un environnement politique, quand vous parlez, et déjà moi, au-delà d'être un contestataire au niveau de la commune, j'étais quelqu'un qui était farouchement opposé sur la gestion du régime actuel. Je faisais assez de critiques du pouvoir actuel. Les gens ont fait ces suppositions. L'ancien régime alors. Je m'excuse. Est-ce que vous comprenez? Immédiatement, ils ont utilisé ces raccourcis. Non, Youssouf, il est toujours comme ça. Continuons. Nous avons continué droit au mur. Je crois il y a pour aller droit au but. Le lundi passé, je crois nous avons été invités par l'actuel ministre de l'administration du territoire qui a reçu un rapport accablant sur la gestion de la mairie de Matam. Je crois le premier point qui frappe sur la question financière, on a dit que 1,5 milliard a été mobilisé sans reverser dans les comptes de la commune. Et le principe d'utilisation des fonds de la commune, il faudrait que le principe de l'article 454 soit respecté, que les fonds mobilisés au sein de la commune soient mis sur le compte de la commune et que ces fonds soient utilisés conformément à la nomenclature budgétaire en cours. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on vous a dit au ministère. Oui, non, ça c'est l'un des points. Non seulement, il y a c'est ce qui est été... Je parle bien sûr du montant. C'est ce que le ministre nous a dit. L'information qu'on nous a dit, c'est que c'est pas non seulement de faire que le montant, c'est-à-dire ce qui est choquant, c'est de laisser pendant 3 années budgétaires, d'exercice budgétaire, qui déjà mobilise des fonds sans que ces fonds ne soient logés dans le compte de la commune. Cela est une grave irrégularité et qui, sur le champ, que le maire lui-même doit démissionner. Parce que quand vous mettez un système de contrôle en place, cela ne peut pas vous échapper. Comme vous voyez dans les communes, les droits de marché, les administrateurs le déposent 2 fois dans la semaine. Et le maire est à quelque part de la receveuse communale. Il doit avoir un mécanisme de contrôle qui vient, qui ne vient pas. Les droits de marché, les redevances et autres, les locations boutiques et magasins se font 1 fois par mois. Donc, face à toutes ces réalités, si cette pratique perdure pendant 3 ans et qu'on soit interpellé par la tutelle, à l'issue d'une inspection,
qui a séjourné dans nos locaux, qui a prouvé par A plus B qu'un montant de 1,5 milliard a été mobilisé, ils n'ont pas été déposés dans les comptes de la commune. La première personne à être interpellée, c'est le maire. Parce qu'au nom du principe de gestion de la commune, le maire, à l'article 454, est le responsable des finances de la commune. Est-ce que vous voyez, c'est le seul qui est autorisé à signer un bon de paiement ou des titres de financement. Donc, face à cette réalité, il y a eu d'autres points, parce qu'ils ont donné les différentes rubriques pour justifier les 1,5 milliard. Un peu plus bas, on a parlé de 934 milliards qui ont été utilisés sans base légale. Est-ce que vous voyez? Donc, au-delà de l'ensemble de ces revendications, de ces griefs, il y a aussi, nous devons à la CNTG un montant de 173 millions comme arriéré de paiement. Sur la taxe, cela n'a pas été fait. Ça a choqué le ministre que ces pratiques perdurent. Et quand il a reçu le document, en toute sincérité, il a voulu prendre la décision la plus forte, c'était de mettre une délégation spéciale. Mais il a convoqué le conseil. Et vraiment, on a été sermonné, très sermonné. Et il a intimé au maire et à tout le conseil d'aller faire l'état des lieux pour venir tirer les choses au clair. Hier, on a tenu presque la moitié de la journée dans une réunion technique à l'issue de laquelle on devait éclairer la situation de ce montant. Mais notre fort étonnement, c'est que les services en charge du recouvrement de ces montants, à la veille, étaient en réunion à la commune. Le jour J, ils ont tous boudé la salle. C'est quand vous prenez le service d'impôt qui doit 280 millions non déclarés, quand vous prenez le service cadastre qui va dans les 300 et quelques millions, le droit de marché dans les 900 et quelques millions, ils ont tous boudé la séance. Et c'est qu'ils ne mesurent pas combien de fois l'enjeu, l'ampleur de cette situation, jusqu'à ce qu'ils boudent la salle. Mais on sent qu'il y a de la complicité. Parce que quand moi je suis maire, et je suis accusé de détournement d'1 milliard, je suis confié à ceux que vous mobilisez ce fonds. Vous ne venez pas, je fais un mandat de réquisition, on t'envoie manu militari. Parce que cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Bien. On a parlé comme si on était au café. Bon, ils n'ont pas, non seulement ils ne sont pas présentés, ils n'ont pas donné le motif par rapport à leur absence. Et sur le champ, on a reporté la réunion le lundi prochain. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est lundi qui vient. La réunion qui devrait se dérouler hier. Oui, parce que cette réunion tenait de justification par rapport à la destination de ces fonds qui n'ont pas été versés dans les comptes de la commune. Lorsqu'on a demandé à ce que la mairie rembourse ces 1 milliard, donc vous cherchez à comprendre comment ce montant a été utilisé. Et c'est ce que vous devriez faire hier. Tout à fait, mais malheureusement, les gens ont boudé. Mais c'est qu'à la veille, il y avait une réunion avec les mêmes personnes. C'est que le jour J, comme le conseil vient, les gens, c'est comme si c'est quelque chose qui était prémédité. Bon, essayons de vous casser. On va se comprendre, laver le linge sale en famille, on va repartir. Moi, je ne suis pas dans les trucs d'argument. Que si on ne prouve pas l'utilisation de ces fonds devant le ministre, je vais me désolidariser du rapport qui sera lu là-bas. On ne peut pas rentrer dans les raccourcis. Ça fait près de 3 ans que je préviens, cette catastrophe allait venir. Les gens ne m'ont pas pris au sérieux. Et si on prenait les taureaux par la corne, aujourd'hui, Matam allait être la commune pilote pour le développement de la zone spéciale de Conakry. Bien, Monsieur Camara, notre invité, il est conseiller communal à Matam. On va revenir avec lui dans la dernière partie de cette émission. Dans ce studio, fidèles auditeurs, vous écoutez FIM FM 95.3. Vous nous suivez également sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous sommes toujours dans Talk Politique. Notre invité dans Bâton Rompu est Monsieur Youssouf Camara. Il est conseiller la mairie de Matoto. Avec lui, Matam. Je suis désolé. Avec lui, c'est des voisins. Ben voilà, nous parlons de cette affaire dite détournement de plus de 1 milliard de francs guinéens dans cette commune de Matam. On cherche à comprendre comment est-ce que, qui a détourné. On ne voit pas quand même, nous ne sommes pas de la justice, mais en tout cas, on veut avoir d'amples explications autour de ce sujet. Mais avant, nous allons lire ces quelques réactions que nous avons, les réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de monsieur Kierno Bamoni Nemou. Bonsoir à lui et à l'équipe du jour. Il faut dire à votre invité anonyme qu'une seule personne parmi les futurs retraités est née
en 1935 et c'est au ministère de la Santé, pour la liste des politiques. J'espère que le MATD va la rétorquer car ne représente le seul de 30% de femmes. Bon week-end. Voilà, en tout cas, cette question aussi grince les dents concernant le respect des 30% chez les politiques. Bien, je crois que notre invité anonyme va être satisfait de cette nouvelle parce que il est inquiet, il faut le préciser. Nous avons une autre réaction de Mohamed Ali Ba qui nous écrit d'ailleurs toutes nos institutions et informations sont corrompues, surtout depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Donc soyons sérieux mais aussi humbles et sincères pour pouvoir résoudre les différentes problématiques socio-politiques guinéennes. Merci à vous, monsieur Ba. Une réaction de Bari Abdoulaye Fugumba. Bonsoir, talk politique. Le gouvernement doit tout faire pour démasquer ceux qui ont envoyé illégalement ces fonctionnaires à la retraite car ces derniers cherchent à saboter le gouvernement de transition. Le changement est engagé. Nous devons aller jusqu'au bout pour le bien de tout le monde. Merci à vous, monsieur Bari. Kerno Amadou Diallo également nous écrit bonsoir les talkers, bonsoir Amadou Ali, ou que la Guinée voilà, je crois qu'on a déjà lu plutôt ce message, je pense. Une dernière réaction de Bari Alpha Cobin. Bonsoir à vous les talkers. Je pense que les nouvelles autorités devraient tout simplement chercher à réglementer cette exploitation de l'or à Concitel et permettre aux jeunes de travailler. Maintenant, la mise à la retraite des fonctionnaires, c'est la conséquence du laisser-aller orchestré par la gouvernance Alpha Condé au sein de l'administration guinéenne. Je suis heureux aujourd'hui de savoir que j'avais réussi à dissuader un ami qui était prêt à payer 15 millions pour avoir un faux matricule. Certainement, il allait être parmi les retraités. Merci à vous, chers internautes. On va à présent revenir ici avec notre invité. Il s'agit de monsieur Youssouf Kamara. Ça ne va pas chez moi aujourd'hui. Youssouf Kamara, il est conseiller à la mairie de Matama. Alors nous allons continuer le débat avec vous, monsieur. Vous nous parliez de la réunion d'hier boudée. Oui, qui a été boudée par les agents en charge du recouvrement de ces fonds qui est mise en cause. Je crois que face à cette pratique, nous pensons que nous ne pourrons pas nous entendre sur quelque chose d'ici le mercredi prochain. Parce que moi, je ne serai dans aucun compromis. Donc le ministre vous a donné la chance ou bien le temps de trouver des voies et moyens pour justifier cette dépense. Absolument. Oui. Et il ne parle même pas. Dans la recommandation, il parle de remboursement. Ah d'accord. Ah donc ce n'est pas la justification. Voilà. Donc la fin de justification est dépassée. Ah oui. Parce que l'inspecteur a fait près de 6 mois d'enquête. Ah oui. Il a fait d'abord le premier rapport. Il a envoyé le premier jet. Et il y a eu des réponses. C'est à l'issue de ces échanges de courrier par rapport aux différents points qui n'ont pas été élucidés que le rapport final a été édicté. Donc c'est pour dire qu'au-delà de cette question de détournement, il y a aussi des questions de dysfonctionnement au sein de l'administration communale que j'ai toujours dénoncé. Premièrement, la non-tenue des sessions plénières à date, parce qu'à l'article 110 du Code des collectivités, le Conseil doit tenir dans l'année 4 sessions plénières. Donc chez nous, on n'a tenu que sur les 3 ans que 4 sessions plénières au lieu de 12. Et c'est à l'issue de ces sessions plénières où les grandes décisions, les grandes orientations sur les questions économiques et sociales sont discutées. C'est comme l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne se retrouve pas, comment ils peuvent programmer le budget de l'État, comment ils peuvent procéder au contrôle de l'action gouvernementale, comment ils pourront accomplir d'autres tâches qui les sont assignées. Donc une chose reste claire, il faudrait que l'équipe communale, c'est-à-dire le maire avec ses techniciens, mettent tout en œuvre pour que les recommandations de ministre soient satisfaites. À défaut de cela, moi, je ne m'associerai pas à un compromis qui ne va pas dans le sens de la transparence. Il n'y a pas de compromis, c'est l'argent qu'on demande. Non, mais vous savez la manière dont les choses ont débuté. Compromis? Non, vous savez, c'est la technique qu'ils voulaient faire. Dire à ces gens qui étaient en charge de recouvrer les montants sur 3 ans, restez à la maison. Nous allons en débattre entre nous. On va c'est la pratique des Guinéens. Quand quelque chose disparaît, on cherche à trouver quelque chose. Des combines pour aller parler d'une seule voix. Donc moi, j'annonce déjà vraiment
mon opposition à ce système, à cet état de fait. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez Ce que nous demandons, comme le ministre l'a fait, je veux que le montant. Plus grave, au-delà de cette question de montant, vous savez, en matière de gestion d'une collectivité, c'est que l'orientation, le baromètre, c'est le PDL. Le PDL, c'est le programme de développement local. Ça décline le programme sur les 5 ans. Depuis 2019, il y a un montant de 137 millions qui a été débloqué pour préparer le PDL. Jusqu'à nos jours, nous sommes maintenant à la 3e année de notre gestion, quelque chose qui devait être fait depuis les premières heures de notre session pour donner les grandes orientations de nos développements n'est pas à l'ordre du jour. Le ministre était très choqué et remonté. Le fait que c'est une navigation à vue. Donc il y a un tâtonnement qui ne dit pas son nom. Bien. Et à l'issue de cela, il y a d'autres. Le ministre a parlé qu'il n'y a pas de moins de contrôle interne par rapport à la sécurisation des recettes, tout ce qui s'ensuit. C'est comme, c'est devenu, c'est comme la cour du roi Péto. Tu mobilises le soir en rentrant, tu achètes des choses pour ta famille et vous allez faire la fête. C'est la bombasse. Bien. Il faut qu'on sorte de cette pratique. Qu'on sache que les fonds qui appartiennent à la collectivité doivent être gérés de façon rationnelle. Bien. Bon, moi, j'ai 2 petites questions pour vous. Pas question polémique quand même. Non, pas question polémique. Voilà. D'abord, moi, ce que je me dis, si ces 2 choses-là manquent dans des communes, ça veut dire que ce n'est pas la peine de travailler. S'il n'y a pas un PAI, par exemple, vous avez parlé du programme de développement local, PAI également, programme d'investissement annuel. Si ça n'existe pas, ces 2-là, ce n'est pas la peine. Alors, Youssouf, ma première petite question, vous étiez le rapporteur de la commission finance. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez été réhabilité parce que vous avez dit que vous avez été destitué de ce poste? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, vous êtes en train de dire que le ministre a dit que ce n'est pas pour justifier, mais pour rembourser. Oui, le rapport est là. Je peux vous le lire. Hein. Non, je suis d'accord. J'ai lu le rapport également. J'ai lu le rapport. Voilà. Mais alors, pourquoi vous vous retrouvez dans une salle pour chercher un compromis? Oui, vous savez... est-ce que vous n'êtes pas de façon indirecte notre rencontre complice de cette situation? Notre rencontre d'hier, c'était de justifier non seulement comment, c'est-à-dire quelle destination, parce que les comptables étaient venus devant nous. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu ces montants. Donc, si les comptables n'ont pas reçu ces montants, nous connaissons les services qui ont été ciblés. C'est les 3 services. Le service des impôts, le service de cadastre et l'administration du marché. Les personnes sont connues. Donc, notre objectif d'hier, c'était de leur faire venir pour qu'ils nous disent non seulement le montant a pris quelle destination, quels sont les complices, et que le montant soit retrouvé et déposé conformément aux recommandations du ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc, deuxièmement, sur la question de... Je n'ai pas été destitué officiellement. Non, c'est ce qui a été dit. C'est que depuis, si vous savez... qu'on a pris à la mairie. Oui, absolument. Vous avez été destitué de votre poste. Vous savez, quand... Mais il est là, il va nous aider à comprendre. C'est ce que je dis. Non, les raisons sont connues, hein. Parce qu'il est reproché à Youssouf. La personne qui l'a concerné, il est reproché à Youssouf de violer les textes de confidentialité. Je m'inscris en faux face à cette pratique. La question de gestion, la loi nous dit, quand vous votez même le budget communal, vous devez faire la publicité du budget. Partout on parle de publicité, il n'y a pas de confidentialité. C'est que cette question de confidentialité, le premier règlement intérieur qui a été élaboré, il voulait prévenir ce qui se passe là. On ne gère pas une commune dans les secrets d'État. C'est que le dernier contribuable de cette commune doit savoir où va les 1 franc qu'il paye. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que cette question, c'est un faux débat. Bien. Vous savez pourquoi le bureau de la commission économique et finance, au bureau dans lequel je travaillais, quand j'ai commencé les sorties médiatiques, ils ont fait une réunion. Ils ont dit changeons la serrure parce que je détenais une clé. Parce qu'il y avait d'autres contrats à l'intérieur du bureau. Ils ne voulaient pas que ces contrats soient déballés. Quand vous prenez par exemple, je décline le contrat de poubelle de Conakry au marché Bonfi. Le poubelle de Conakry, Lamine Traoré a eu un contrat au temps du conseil sortant, où pour tout le marché Bonfi, y compris location stand, droit de marché, assainissement, gestion des latrines, ne paye que par mois 1 million à la mairie de Matam.
C'est grave. Est-ce que vous comprenez? C'est un contrat léonin. Vous avez découvert ce... Nous avons découvert, on a trouvé ce dossier sur la table. Moi, j'ai remis ciel et terre pour que ce contrat soit résilié. Bien. Alors, on va évoluer, monsieur Camara. Maintenant, parce que vous avez dit que vous avez 10 jours, si j'ai noté, ou une semaine, pour répondre au ministre. On a moins d'une semaine. Moins d'une mercredi semaine. prochain. Alors, si vous n'arrivez pas à pouvoir vous justifier, à pouvoir rembourser, qui doit répondre à la mairie? Est-ce que c'est l'ensemble des conseillers ou personnels qui doivent répondre, non, ou bien il y a une tête qui doit tomber? Dans la gestion d'une mairie, les conseillers ne manipulent pas le fonds. La loi leur interdit même d'être dans des postes de recouvrement. On ne peut pas être administrateur parce qu'on ne peut pas être juge parti. La gestion de la commune repose sur le principe de l'article 147. C'est que c'est le maire qui exécute le budget communal. Si le maire, c'est au maire d'expliquer avec les techniciens et ces agents de recouvrement qui a fait quoi. Mais si la loi dit à l'article 101, pour qu'il y ait délégation spéciale, pour qu'on dissout un conseil, il faudrait que le tiers des conseillers se soit rendu coupable de détournement ou d'un crime. Le tiers des conseillers de 37, c'est 13 conseillers. Donc nous sommes loin de cet état de fait. Ce qui reste clair, puisque c'est un groupe restreint qui n'atteint pas ce nombre, que les complices soient identifiés, parce que monsieur le ministre a été clair. Il dit, je mets l'agent judiciaire en branle. Ceux qui ont pris l'argent iront en prison. Bien. Je répète ce qu'il a dit. Mais il a été très clair. Qu'est-ce qui explique ce silence coupable du maire? C'est à vous de poser la question. Écoutez, non. Je dis ça parce que... Vous avez été voir le maire plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Au-delà de ça, vous avez vu quand à Matoto également, il y a eu des problèmes là-bas. Et vous avez vu, TOS est sorti, il a communiqué, il a expliqué ce qui n'allait pas. Moi, j'ai rencontré le maire. Difficilement, je suis désolé. Il a fallu qu'il soit convoqué au gouvernorat. Mais la même situation, ils viennent de dire qu'ils ont été convoqués, mais jusqu'à présent, le maire n'arrive pas. Moi, j'ai rencontré le maire, effectivement, dans son bureau. J'ai eu un entretien de plus de 30 minutes avec lui. Mais ce que je n'explique pas, vous ne pouvez pas gérer les fonds du contribuable, parce que ça c'est la décentralisation à la base, et puis vous n'arrivez pas à expliquer comment l'argent a été utilisé. Et ils vont le faire parce que vous l'avez écouté, vous avez écouté. Ils vont le faire. On va les amener à le faire. Le premier responsable doit s'expliquer. Le maire, sinon de façon indirecte, il est coupable. Bien. Voilà. Allez-y, son je voulais demander à M. Camara, est-ce qu'il ne se sent pas un peu isolé dans ce combat-là? Parce que ça fait des années, moi je l'ai... Pas du tout. Vous savez, nous travaillons en équipe. Vous savez, dans un groupe, il faut un porte-parole. Tout le monde n'a pas le verbe facile. Et il faut donner, quand vous venez dans des émissions de grande écoute, il faut avoir la maîtrise du code des collectivités. Vous êtes écouté par des milliers de personnes. Je ne peux pas venir tâtonner. Mais je vous dis, il y a une équipe qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Il y a des conseillers qui sont solidaires. Parce qu'en 2020, j'avais fait une pétition qui a été signée par 22 conseillers pour la tenue de la session plénière. Il y avait 2 vice-maires qui étaient signataires. Donc, il y a une solidarité à l'interne. Donc, puisque c'est moi qui maîtrise ce problème, donc je suis en quelque sorte leur porte-parole. Je comprends. Alors maintenant, si je comprends, vu tout ce que vous venez de dire dans ce studio, c'est que vous n'avez pas pu faire quelque chose pour les Matamka. Honnêtement, en 3 ans, ça a été mon combat. Même un tablement, on n'a pas pu offrir. Alors que ces gens-là vous ont élu. Absolument. Mais moi, c'est ce qui fait que je ne dors pas. C'est ce qui fait que je suis sur tous les fronts. Parce qu'en tant que politique, vous devez rendre compte. Je ne veux pas qu'à l'issue de 5 ans, j'aille voir ces mêmes jeunes, ces mêmes femmes qui me diront, donc dégage, vous avez été de ceux qui ont dilapidé les fonds. Je veux que ces gens-là me voient arme à main. Comment déjà cela se sente, on sent cela plutôt dans cette commune auprès des citoyens? Est-ce qu'ils sont mécontents de la gestion de cette mairie? Les citoyens sont mécontents. Moi, partout où je passe, les gens applaudissent. C'est-à-dire, se reconnaissent dans ce que je dis. Je ne me bats pas à la commune pour qu'on me donne le prix d'une voiture. Je me bats, c'est pour parler des fourrages. C'est pour parler de la rénovation des écoles, des centres de santé. Ça a toujours été mes revendications. Si c'était pour autre objectif, j'aurais pu me taire et aller dans la magouille. Mais je sais que ça finira par sortir. De façon générale. Pas vous individuellement, de façon générale. Est-ce que cette équipe a échoué?
Non, cette équipe a échoué, pour ne pas mentir. Bien. Parce que quand vous avez un mandat de 5 ans, à l'issue de 3 ans, vous n'avez pas pu réaliser. Et je vous donne le scoop, c'est qu'à l'instant où nous parlons, il y a un acte qui a été pris pour nous retirer la gestion des marchés. Puisque le Conakry, c'était une zone spéciale. C'est normal. Quand à notre arrivée, Mathurin avait fait un acte pour nous rétrocéder les marchés, pour nous permettre d'avoir des ressources pour faire face aux besoins de la population. Mais 3 ans après, ils ont vu qu'on n'est pas à la hauteur. Les marchés qui étaient les seules ressources propres à la commune ont été retirés par le gouvernement. Et moi, je suis d'accord avec la décision. Alors, par rapport à cette situation, vous avez sans doute dit que les gens sont déçus. Vous, en tant que conseiller, est-ce que cette déception, cet échec ne vous amène pas peut-être pour les prochaines années à solliciter, être plutôt maire que d'être conseiller? Oui, mais c'est ce que je compte faire. Parce que si j'étais avec la volonté qui m'anime, si j'étais aux affaires, ça allait passer autrement. Et aujourd'hui, de façon globale, les jeunes, les femmes se reconnaissent en ce combat, qui pensent qu'il y a quelqu'un au sein de ce conseil qui se bat nuit et jour au prix de sa vie, parce qu'à des moments donnés, j'ai reçu des menaces de mort, on m'a envoyé des messages anonymes et autres, mais les gens là me connaissent mal. Donc, quand moi je mène un combat, je ne recule pas face à ces intimidations. Voilà, peut-être dernière question. Bani le disait à l'entame, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de problèmes dans les différentes mairies, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Mais bon, je vais m'aligner. Hein. Vous avez été dans l'opposition à un moment donné, vous avez dénoncé l'État dans ce pays. La mouvance, on sait, la mouvance était accusée de tout. Donc, si elle arrive à faire quelque chose, ça ne peut pas étonner quelqu'un. Même s'il y a un problème entre tous, ça ne peut pas étonner. Mais c'est étonnant que les partis politiques qui ont quand même pu gérer ces communes, qu'on puisse assister également des problèmes au sein de ces différentes mairies. Qu'en dites-vous? Non, il y a une grande différence par rapport à cela. Vous savez, la gestion d'un État et d'une commune, il y a une grande différence. Quand vous gérez l'État, vous avez un programme de société à mettre en exécution. Le maire n'a pas la différence. La mairie, c'est un pays en miniature. Non, quand même. On parle de corruption, le problème, c'est que le maire n'a pas la possibilité, moi, de me démettre de mes fonctions. Non, Youssouf, il ne faut pas esquiver la question. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas esquiver. Laisse-moi donner une explication technique. Oui, est-ce que vous comprenez? Au sein de la mairie, il y a plusieurs entités à l'interne. Les décisions que doit exécuter le maire est votée en session plénière. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas associer la mauvaise gestion des maires par rapport à incriminer tout un parti politique. Mais c'est le parti qui a désigné cette personne comme... Le parti a confiance. Le parti a eu confiance à cet homme, pensant que cette personne pourra quand même faire mieux. Voilà. Ça veut dire que c'est un mauvais casting pour ces partis politiques de l'opposition. C'est ce que je dis. On ne peut pas dire... Il faut l'assumer. Non, je signe, je persiste. En période de délégation spéciale, quand il y a eu des détournements avérés, qui a été prouvé à Mamou et je crois quelque part à Gawal, nous avons pris un acte pour destituer ces personnes de leur fonction parce qu'ils étaient des fédéraux à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'était en délégation spéciale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, c'est des élus. Il n'y a pas de mandat impératif. Ils sont à ce niveau, ils sont guidés par l'intégrité des actes qu'ils poseront. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais prendre un exemple palpable. Aujourd'hui, les actes qui sont considérés comme mauvais posés par Alpha Condé rattrapent aujourd'hui le parti. Non, pourquoi moi Parce que c'est lui le leader du parti. C'est lui qui a été présenté par le parti pour diriger le pays. Donc c'est cet exemple-là que je prends. Laisse-moi vous faire une révélation. Laisse-moi vous faire une révélation. Oui. En tant que nous essayons d'analyser sur ces angles, on ne s'en sort pas. D'accord. Quand ça chauffait à Matam, moi j'étais parti rencontrer les conseillers de ces communes qui sont sous contrôle de l'UFDG. J'ai donné la voix à ces conseillers. Et j'ai même négocié des émissions pour eux. Je ne me suis pas dit non parce que ça va crier dans mon parti. En tant qu'on ne moralise pas la gestion sur l'intégrité des personnes, qu'on cherche à mettre l'étiquette politique, on ne s'en sort pas. C'est pour qu'au début de mes combats, les gens ont voulu faire un truc de l'UFDG. Je dis non, sortons de ce carcan. Avant que je ne sois politique, j'ai été citoyen. 10 secondes, Aliou. 10 secondes. Alors, est-ce que peut-être la même question de Aliou, vous avez dit qu'on ne peut pas incriminer les partis politiques. Est-ce que le problème alors, c'est pas le choix? Parce que quand il y a le partage de gâteaux, on sent réellement que ceux qu'on envoie dans les mairies, parfois on ne tient pas compte de la compétence.
Et la preuve à ce pour couper court, rapidement, restons clairs, pour couper court, quand Sako va être interpellé, c'est un exemple qu'on donne. Quand maire sera interpellé, c'est pas le parti qui sera à la barre, c'est la personne lui-même. La question de responsabilité pénale individuelle. Bien répondu. Donc sortons de cela. Merci infiniment à vous, monsieur Youssouf. Merci infiniment. Merci. On va voir si on peut prendre un seul invité, plutôt auditeur ou deux, hein, pour que ceci s'exprime aussi sur ces cas de détournement dans les différentes mairies de façon générale du pays. Hein. Ça fait longtemps qu'on assiste à ces cas pareils. C'est dans, ils ne s'en foutent pas. 81-85, est-ce qu'on a un auditeur au bout du fil? Est-ce qu'on a bien sûr, bonsoir. Encore une fois, bonsoir M. Bangoura, bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir de passage à votre invité, M. Youssouf. Bienvenue à vous, M. Sidibé Aboubacar, nous vous écoutons. Merci encore une fois pour l'opportunité. Écoutez, vous savez, le problème de la Guinée, je l'ai toujours dit, ça fait l'impunité. À mon avis, si vous voyez qu'aujourd'hui il y a ces corruptions, n'est-ce pas, dans nos mairies, c'est parce que tout simplement ceux qui font ces corruptions-là ne sont pas poursuivis. Et je voudrais que pour cette fois-ci, moi j'aime beaucoup M. Youssouf, le fait parfois de dénoncer, si vous comprenez. Il faut que ces gens-là soient poursuivis et qu'ils soient punis à la hauteur de leur forfaiture. C'est un peu ça. Si vous voyez, dès qu'on parle de mairie, chacun veut être maire, chacun veut être je ne sais quoi, c'est parce que tout simplement, ils sont une fois maire, ils peuvent faire ce que bon leur semble. Donc moi, je pense qu'il faut les sanctionner, c'est tout. Merci. Bon de programme. Merci infiniment à vous, monsieur Sidibé Aboubacar. C'est avec vous d'ailleurs que prend fin cette émission. Merci infiniment à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.